Shalom Radio et Télévision met à votre disposition 6 éditions du journal à la télévision, soit à 6h, 9h, 12h, 15h, 20h et 23h, avec un bulletin d'information à 17h. Et à la radio, votre magazine informatif Le Grand Genre pour 4 diffusions par jour, soit à 7h, 12h, 19h et 23h, avec des informations en bref à 9h, 10h, 14h et 17h. La rédaction de Shalom Radio et Télévision met à votre disposition ces espaces pour votre visibilité. Vous pouvez donc participer physiquement dans toutes nos éditions d'information ou par biais de vos publics reportages ou spots publicitaires. L'information à la minute, c'est sur Shalom Radio Télévision. Je lance un appel solennel à la mobilisation générale. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse, que j'invite à s'enrôler massivement dans les FARDC et dans la police nationale. Et c'est parti pour cette nouvelle édition du journal sur Shalom Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue à la une de l'actualité. Les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va s'adresser pour la dernière fois pour ce premier mandat devant les députés nationaux et sénateurs réunis en congrès demain mardi 14 novembre 2023. La CENI a ouvert ce lundi 13 novembre 2023 des cadres de concertation des candidats président de la République. Ces cadres a connu l'absence de Moïse Katumbi, président de l'ensemble de la République et candidat à président aux élections de décembre 2023. Les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale, a pris part ce lundi 13 novembre 2023 la deuxième édition du Forum économique RDC-Angola. Ces assises ont pour but de renforcer des liens commerciaux visant la croissance économique de deux États. Dans l'actualité également, Malo Mobutu, gouverneur de la province du Nord Ubangui, a été destitué le samedi 11 novembre 2023 à l'Assemblée provinciale. Vous suivrez les précisions dans ce journal. Et puis au Madagascar, nous parlerons de la manifestation de l'opposition qui a été dispersée par les forces de l'ordre tout à l'heure. Et c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Shalom Télévision. La centrale électorale veut des scrutins inclusifs, transparents, démocratiques et apaisés le 20 décembre 2023. Voilà qui justifie les cadres des concertations que cette institution d'appui à la démocratie organise de ce lundi 13 au mercredi 15 novembre 2023 à Kinshasa. Le président de la CENI a échangé avec tous les candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 à l'hôtel Hilton à Kinshasa. Wivine Mougoli nous en parle.
Les dénonciations contre le présumé manœuvre utilisée par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ne font que s'accentuer du côté de l'opposition. Dans sa prise de parole, le président de la centrale électorale Denis Kadima a d'abord rappelé à l'assistance les réalisations de cette institution d'appui à la démocratie concernant le processus électoral en cours. Pour clore la polémique sur l'affichage de la liste provisoire des électeurs au niveau des bureaux de vote, le numéro 1 de la CENI a noté que la date cruciale demeure le 5 décembre 2023, soit 15 jours avant la tenue des scrutins, conformément à l'article 6 de la loi électorale. Denis Kadima a ainsi souligné aux candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain et l'ensemble des parties prenantes sont toutes dans le même bateau, tout en appelant chacun à jouer pleinement son rôle. Saisissant l'occasion, le président de la CENI a relevé les activités récemment achevées et celles en cours de réalisation. Prenant la parole, le président de la République et candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, a déploré les monnayages des duplicata des cartes d'électeurs par certains agents de la CENI et recommandé au président Denis Kadima que tous les bureaux des votes ouvrent et ferment au même moment. Je reviens, permettez-moi, encore sur le monnayage, parce que une de mes représentantes, qui est aussi candidate à la députation nationale, a été plaidée pour quelques-uns de ses électeurs dont la carte a connu des problèmes de défectuosité. Et là, malheureusement, et c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de 10 000 francs congolais par duplicata. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi trouver ce genre de responsables et de les sanctionner sévèrement. Parce que ça commence comme ça et on ne sait pas comment ça va finir. Donc soyons très prudents. Il s'est dénoté que Moïse Katumbi est le plus grand absent à ces assises. Et toujours dans le même chapitre, devant la presse, samedi 11 novembre 2023, Francis Kalombo, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle, a révélé les résultats de son travail mené durant plusieurs jours, portant sur ce qu'il considère comme fraude entretenue par Denis Kadima Kazadi en faveur d'un camp politique. Suivez les détails dans ses commentaires. Les dénonciations contre le présumé manœuvre utilisée par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ne font que s'accentuer du côté de l'opposition à quelques jours de la tenue des scrutins prévus en décembre de cette année. En ligne des fronts, Francis Kalombo, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle, invite la justice à interpeller le président de la centrale électorale pour le système mis en place pour la fraude avec le bureau fictif. Devant la presse samedi 11 novembre 2023, Francis Kalombo a révélé les résultats de son travail mené durant plusieurs jours portant sur ce qu'il considère comme fraude entretenue par Denis Kadima Kazadi en faveur d'un camp politique. Face à cette situation, il appelle la classe politique, l'opposition particulièrement, d'ouvrir l'œil. On prépare une guerre, on ne prépare pas une élection. Les gens vont être révoltés pour deux choses, à savoir, ceux qui ne vont pas trouver leur nom dans les bureaux des votes vont se révolter et lorsqu'on va proclamer les résultats, vont inciter, a-t-il indiqué. Pour étayer son travail, l'ancien élu des Funa s'est appuyé sur la loi électorale d'une part et les sites de la CENI d'autre part. Au niveau du site, a-t-il indiqué, la démarche visait à confronter les données reprises dans la cartographie et celle de l'Atlas. Francis Kalombo a démontré plusieurs cas des bureaux fictifs et des lecteurs fictifs, notamment dans l'espace Kassai, et il a à cette même occasion convié la presse et l'assistance à faire le même exercice dans n'importe quel coin du pays. Venons maintenant à cette information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va s'adresser à la nation via les deux chambres du Parlement réunies en congrès demain, mardi 14 novembre 2023, au Palais du Peuple. L'annonce a été faite par la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Il s'agira du dernier discours du chef de l'État sur l'état de la nation de son premier quinquennat. Les commentaires avec John Kassongo.
À cette occasion, les sujets qui reviendront fort probablement dans son discours sont la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, l'agression rwandaise via les rebelles du M23 qui occupent des vastes zones dans le territoire d'Imasisi et Rutshuru, les élections générales dont plusieurs grandes étapes du calendrier électoral ont été déjà franchies, la situation socio-économique du pays marquée par la baisse du pouvoir d'achat des Congolais et tant d'autres. Ce discours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 5e depuis son accession à la magistrature suprême, intervient un peu plus tôt au regard du calendrier des deux chambres du Parlement qui comptent clôturer la session parlementaire en cours en ce mois de novembre au lieu de décembre afin de mieux s'élancer dans la campagne électorale qui débute le 19 novembre prochain. Cet exercice tire son fondement dans les dispositions de l'article 77 de la Constitution qui stipule ce qui suit. Le président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale et le Sénat réuni en congrès un discours sur l'état de la nation. Et au chapitre de l'économie, Forum Économie Angola, RDC, les vice-premiers ministres, ministres de l'économie nationale Vital Kamerhe prônent le renforcement d'une coopération multiforme entre les deux pays. Les travaux de la deuxième édition du Forum économique Angola-RDC ont démarré aujourd'hui lundi 13 novembre 2023 à Luanda, nous dit Alain-François Tshiswaka dans ses commentaires. Les décideurs et opérateurs économiques de deux pays se réunissent durant 2 jours dans la capitale angolaise pour dégager des recommandations fortes en vue du renforcement des liens commerciaux visant la croissance économique de deux États. Ces assises interviennent après la première édition tenue du 31 juillet au 2 août 2023 à Kinshasa. Le thème choisi pour cette deuxième édition est « Partenariat économique pour une croissance partagée ». Dans son discours à l'ouverture de ces assises, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale de la RDC, Vital Kamerhe, a commencé par rendre hommage au président Félix Tshisekedi de la RDC et Joao Lourenço de l'Angola, initiateur de ce forum. D'après le patron de l'économie nationale, cette initiative constitue un point de rupture avec les sentiers battus pour permettre aux deux pays, mieux à l'Afrique, au regard de sa diversité culturelle et de ses potentialités naturelles, d'inventer son propre modèle de développement. Car, en effet, en dehors des barrières superficielles qui séparent nos deux pays, nous sommes un seul pays et même peuple, a martelé Vital Kamerhe. D'après lui, cette deuxième édition est une opportunité pour renforcer la coopération multiforme, économique, commerciale, énergétique et agro-industrielle. Parmi les membres du gouvernement de la RDC ou leurs représentants présents aux assises de Luanda, il y a le ministre Jean-Lucien Boussa du commerce extérieur, Marc Ekila des transports, Adrien Boukele des pêches et élevages, Didier Boudimbu des hydrocarbures, le vice-ministre de l'Intérieur et Julien Paloukou de l'industrie qui est représenté. Ces travaux seront sanctionnés par un communiqué final signé par... Autre chose, le professeur Tony Mwamba-Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, était du haut de la tribune de la 41e session générale de l'UNESCO. Dans son speech, il a étalé l'importance qu'accorde la République démocratique du Congo à l'UNESCO pour son apport dans plusieurs domaines dans les systèmes éducatifs congolais. Il a par la même occasion dénoncé les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Je vous prie de les suivre dans cet extrait. Cette session se tient dans un contexte particulier où sévissent trop de guerres et conflits meurtriers, de l'Ukraine au Moyen-Orient, sans oublier la trop longue agression que subissent les populations de l'Est de mon pays, la République démocratique du Congo, du fait du Rwanda, son voisin. L'UNESCO devrait se concentrer encore davantage sur cette noble mission de paix dans le monde qui reste au cœur même du mandat de notre organisation. Dans les domaines plus particuliers de l'éducation, les retards enregistrés dans la mise en œuvre de l'ODD 4 ainsi que la crise des apprentissages fondamentaux comptent parmi les défis les plus saillants. Sur ce point, nous saluons la réactivité dont l'UNESCO a fait preuve à travers l'organisation du sommet sur la transformation de l'éducation l'année dernière à New York. Les défis persistent, mais reconnaissons que grâce à la mise en œuvre de certaines réformes voulues dans mon pays par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, enregistre aujourd'hui des résultats prometteurs, en particulier au niveau de l'accès, de l'équité et de la gouvernance. À la rentrée scolaire 2019-2020,
l'application de la mesure de la gratuité de l'enseignement primaire avait permis à plus de 5 millions d'enfants d'intégrer le système éducatif et de réduire les charges des parents pour l'éducation de leurs enfants. Gratuité et qualité de l'éducation vont de pair. C'est également dans ce sens qu'a notamment été entreprise la construction de plus de 1200 écoles congolaises dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires lancé il y a 2 ans, ainsi que l'accélération du processus de ratification de 4 conventions de l'UNESCO dans le domaine de l'enseignement. Je l'ai annoncé au sommaire, le gouverneur de province du Nord, Ubangui, Malo Mobutu, a été destitué le samedi 11 novembre dernier suite à une motion de censure déposée au bureau de l'organe délibérant provincial. Monsieur Roussel Gondonza, journaliste au Nord Ubangui, donne des précisions sur cette affaire. Il a été joint au téléphone par Trésor Kazadi. Nous confirmons cette information et disons que cela n'est pas une surprise puisque le gouverneur Malo Mobutu Ndimba et tout son gouvernement provincial est tombé depuis samedi le 11 novembre. C'est à l'issue du vote de la motion de censure qui a été initiée par un élu du territoire de Yakoma. La motion a été votée à l'unanimité de 10 députés provinciaux qui étaient présents à l'hémicycle du Motel Nzekele pour cette plénière consacrée notamment à l'examen et à l'adoption de cette motion. L'Assemblée provinciale compte 18 députés, mais 10 étaient présents et tous à l'unanimité ont voté pour cette motion. L'initiateur de la motion, le député provincial Max Sepolele, l'avait lu devant ses collègues, mais il faut préciser que le gouverneur était absent, son vice également, et aucun membre de l'exécutif provincial ne s'était présenté pour répondre à cette motion puisque le bureau permanent avait notifié l'exécutif provincial dans le délai, mais personne ne s'est présenté pour répondre de cette motion. Et après la lecture, le vote est intervenu et à l'unanimité des 10 députés, il y a eu vote de cette motion et donc le gouverneur Malo Mobutu et tout son gouvernement est tombé. Maintenant, nous sommes presque à quelques jours des élections présidentielles et même au niveau de la députation. Ce n'est pas une façon de déstabiliser une fois de plus la province. Pourquoi ne pas seulement attendre la fin du mandat pour qu'on entame avec une autre équipe? Il faut préciser directement ici que l'opinion est très divisée par rapport au vote de cette motion. Une chose est vraie, nous tendons tous vers les élections prévues au mois de décembre de l'année en cours. Alors cette question a été également posée au président du bureau permanent de l'Assemblée provinciale du Nord Ubangui, M. Simon Bali Mombedwa. Il a indiqué dans ses propos que le vote de cette motion était opportun puisqu'on avait laissé le temps au gouverneur Malo et à toute son équipe. Et au chapitre de la sécurité, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Chiwewe Songesha Christian, séjourne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga depuis le samedi 11 novembre 2023. Avant de quitter Goma, chef-lieu du Nord Kivu, celui-ci a mené plusieurs activités dans le cadre de renforcement des capacités de l'armée. Reportage. Guépard! Après un séjour de quelques jours à Goma, le chef d'état-major général de FARDC s'est envolé ce samedi 11 novembre 2023 pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Avant de quitter Goma, le général d'armée Chiwewe Songesha Christian a effectué une série de visites des différentes positions des FARDC dans les territoires de Nyiragongo et de Masisi. En sa qualité de patron des armées, le chef d'état-major général de FARDC a clôturé son séjour de travail de 6 jours ici à Goma. Le général d'armée Chiwewe Songesha Christian a visité les positions des FARDC dans les territoires de Nyiragongo, mais également à Masisi. Question, le réarmement moral des militaires qui sont prêts pour combattre le M23, qui ne respecte pas l'accord de cessez-le-feu. Le chef d'état-major général était accompagné du gouverneur de province du Nord Kivu, mais également du coordonnateur des opérations, ainsi qu'une équipe de l'administration et de la logistique de l'état-major général pour payer la prime de ces militaires qui sont au front. Dans sa causerie morale de ce samedi 11 novembre 2023 à l'intention des militaires déployés au front, le général d'armée Chiwewe a insisté sur la discipline et l'usage abusif des réseaux sociaux. Mampinga FRDC, notre devise! Notre devise! Notre devise!
nakotikaka bino jamais. Nakozala tout le temps na bino. Et puis Goma oyo nakobanda koyaka yango ere nyonso pona landelaka bino de plus près. Nakorapele bino awate me bino moko bolandaki maloba ya mokonzi ya mboka. Motema na ye eza likolo na bino. Soda omipesa discipline zala sima ya commandant na yo. Commandant bataillon na yo azali, commandant compagnie na yo azali, chef section na yo azali, ba chef de peloton bazali, nga na yebeli bino à travers la discipline. Na lingi discipline wana etika la bongo. Doza na zone moko opérationnelle. Bato bazala ba téléphone. Erignon sur téléphone, wana soldat. Madame, Messieurs, ces journaux se poursuivent sur votre chaîne. Place à présent à celui des sports. Début de la phase retour de la Ligue nationale, des différentes rencontres se sont jouées sur différents terrains de la République démocratique du Congo. US Panda a fait un nul d'un but partout face à Lubumbashi, FC Lupopo et US Chinkunku. Les scores étaient des 2 contre rien et les FC Étoiles du Kivu bat par forfait à ces Rangers et les OC Renaissance avec le Maniema Union a fini leur match avec les scores de 2 contre 3 et les Aigles du Congo avec le AS Vita Club ont fini par le score de 1 contre 0. Et puis après le match nul entre l'US Panda et Lubumbashi Sport, match qui s'est joué ce dimanche 12 novembre 2023 au stade de Kikula à Likasi, les deux entraîneurs se sont exprimés à la fin de la rencontre. Suivez-les dans cet extrait choisi par Alain-François Tissot. Bon, il y avait de la place pour marquer, hein. Il y a aussi la pluie qui a gâché la fête. On était obligé de jouer à contre-courant. On procédait maintenant par le jeu direct et par toutes les deux équipes. Mais quand même, c'est un bon résultat au lieu de perdre. J'ai dit dans le point de presse que nous comptons beaucoup plus sur l'effectif et le collectif. Il y a quand même de nouveaux joueurs qui étaient blessés, qui sont rentrés et ils vont apporter quelque chose. On a eu quand même un changement tactique en première période. On a mis 2 attaquants de pointe, des milieux à flotter, raison pour laquelle on est revenu à notre dispositif initial qui est le 4-3-3. On a essayé un peu de mettre la dame la pluie nous a un peu perturbé parce que nous on aime bien jouer au sol, de changer la manière de jouer, ça nous a beaucoup mis en difficulté. Le haut niveau, ça se joue beaucoup sur le plan tactique. Si vous avez des joueurs qui ne sont pas forts tactiquement, vous aurez toujours des difficultés. Nous on a essayé un peu de travailler ça beaucoup et ça pour commencer à produire des fruits. En face de nous, il y avait une équipe qui était aussi préparée sur le plan tactique. C'est la fin de cette deuxième partie. Madame, Messieurs, place à présent à la page internationale. En exil depuis 2019, Guillaume Soro, ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, a annoncé sur X son intention de rentrer dans son pays natal sous les coups d'une condamnation à la prison à perpétuité pour atteindre à la sûreté de l'État. Il n'a pas précisé des dates pour son éventuel retour. Je vous prie de les suivre dans ces propos recueillis par Africa News. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022, de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore du c'est mon fils? Non. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil
Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. À propos recueillis par Africa Media et non par Africa News, et au Madagascar, une nouvelle manifestation de l'opposition malgache dans la capitale a été dispersée le week-end dernier par les forces de l'ordre qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Africa News nous en parle. À 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar, une nouvelle manifestation de l'opposition dans la capitale Antananarivo a été dispersée samedi par les forces de l'ordre. Quelques centaines de manifestants ont répondu à l'appel du collectif des 11 candidats de l'opposition pour protester contre le processus électoral, jugé biaisé à l'égard du président sortant, Andy Rajolina. Je me bats pour notre descendance contre un gouvernement incompétent. C'est pour cela que je me bats pour que les lois soient respectées à Madagascar. Tout le monde est soumis à la loi. Personne n'est au-dessus. Nous nous battons pour notre pays. Nous luttons contre l'injustice dont Andy Rajolina est responsable. Ces gendarmes sont toujours sous ses ordres. C'est pour cela que nous manifestons. La grande île de l'océan Indien est secouée depuis des semaines par une bataille électorale féroce entre le camp Rajolina et une dizaine de candidats de l'opposition qui dénoncent une machination visant à assurer un second mandat au président sortant. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a exprimé samedi ses fortes inquiétudes face au climat politique qui prévaut depuis plusieurs semaines à Madagascar. Et pour terminer, les patients de l'hôpital Al-Shifa de Gaza en danger. Cette structure sanitaire souffre de l'absence d'électricité et des bombardements sur les bâtiments selon les Hamas. Euronews nous en parle. Au 37e jour de guerre, les frappes continuent. Le siège du programme des Nations Unies pour le développement a été bombardé, faisant des victimes parmi les Palestiniens qui s'y étaient réfugiés. Les attaques israéliennes auraient détruit plus de 260 000 logements, c'est 45% des habitations de Gaza. Selon le Hamas, une frappe aérienne israélienne a entièrement détruit le bâtiment du service des maladies cardiaques de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Sans électricité, l'hôpital accueille 650 patients, une quarantaine d'enfants en couveuse et 15 000 déplacés. L'armée israélienne a indiqué qu'elle aidera à l'évacuation de ces bébés prématurés en danger de mort vers un hôpital plus sûr. Benjamin Netanyahou a évoqué aussi la possibilité d'un accord potentiel visant à libérer des otages israéliens. Pendant ce temps, des civils ont été blessés dimanche en Israël par un missile anti-char tombé dans le nord du pays, lancé par le Hezbollah depuis le Liban. La page météo est à suivre juste après nous, madame, messieurs. C'est la fin de ce journal sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à ceux qui nous ont suivis à partir de notre chaîne YouTube. Les programmes continuent sur votre chaîne. Au revoir et bon début des semaines à tous.